Bonsoir, qu'ils fabriquent des yaourts, des lessives, des ascenseurs, des croquettes pour chiens. Ils tremblent tous face aux autorités de la concurrence à Paris et à Bruxelles qui n'hésitent pas à leur infliger des centaines de millions d'euros d'amende. Dernière en date, c'est Orange, condamné donc en France à 350 millions d'euros, rien que pour elle. Et puis avant-hier, une vingtaine d'entreprises de transport de colis express qui écopent de presque 700 millions d'euros. Alors, on a envie de savoir, justement, 2 fois en une semaine, mais qui sont ces flics de la concurrence? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ah oui, l'autorité de la concurrence, la commission de la concurrence qui font trembler donc les grandes boîtes. Bon, est-ce qu'elles sont exemptes de tout reproche? Pas forcément, hein. On verra ça dans un instant, pendant 1 heure. Et puis l'autre gros sujet de l'actualité, tout à l'heure de 20h à 20h30, c'est Christine Lagarde, renvoyée devant la Cour de justice de la République en France pour son rôle présumé dans l'arbitrage tapis. Tiens, est-ce qu'elle pourra rester à la tête du FMI? C'est la question qu'on posera donc aux décodeurs de l'écho. Allez, pour nous accompagner pendant une quarantaine de minutes, les meilleurs experts de la consommation, de la concurrence. Voici Olivier Babot, enseignant-chercheur, consultant en stratégie à l'Université de Bordeaux. L'avocat Sylvain Justier, avocat associé chez Magenta, spécialiste du droit de la concurrence, qui traite régulièrement de la question de ces cartels, notamment en Europe. Quand on parle de consommation et de distribution, voici Rodolphe Bonas. Rodolphe Bonas à la tête de son cabinet de conseil, CACOM. Et puisque Orange a été condamné aujourd'hui, Frédéric Simotel va nous accompagner également, éditorialiste économique éditorialiste high-tech à BFM Business. Alors oui, chaque semaine ou presque, il y a des affaires comme ça. On apprend donc bien qu'une boîte ou un ensemble de boîtes dans un secteur est condamné donc à de très grosses amendes, des centaines de millions d'euros. Alors je citais Orange, je vous citais aussi ces spécialistes du transport de colis express comme SNCF Géodis, Chronopost, DHL Express, Fédéral Express, etc. C'était avant-hier, c'est tout frais, donc presque 700 millions d'euros. Sylvain Justier, c'est une impression ou il y en a de plus en plus comme ça qui sont condamnés? Non, il n'y en a pas de plus en plus. On est sur des choses qui sont à peu près constantes, de l'ordre de 10 à 12 sanctions par an. Là, il y a un hasard de calendrier. Donc il y a 2 grosses sanctions qui tombent. Et je dirais que la première, celle dont vous parliez tout à l'heure sur le transport de colis, est liée au programme de clémence. Donc vous savez, ce programme dans lequel on dénonce, et je pense qu'on en parlera un peu plus. On entendra tout à l'heure d'ailleurs Bruno Lasserre rencontré par Jean-Baptiste Huet, clémence en quelque sorte. Bon, c'est de la délation. On balance et on est affranchi. Donc si on balance les petits copains, alors que soi-même, eh bien, on a mis les mains dans le pot de confiture, comme on dit. Alors les amendes quand même, on a quand même 2 amendes, coup sur coup, mardi, jeudi. Donc Orange, énorme amende à titre individuel, c'est un record en France, 350 millions d'euros. Donc voilà, rien que pour Orange. Et puis pour les boîtes, donc, tout ensemble, c'était presque 700 millions, donc à se partager à 20. Tiens, comment c'est calculé? Qu'est-ce qui m'en parle justement du calcul de l'amende? Olivier Babot. Oui, Olivier Babot. Oui, alors c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué évidemment à calculer, à expliquer sans doute moins, parce que le principe il est assez simple. L'amende elle est en fonction du préjudice qui a été rencontré par l'économie. Donc c'est la durée, c'est l'importance, le nombre de consommateurs, le type, pourrait dire de différence, pour pas dire très simplement, qu'on a pu faire de rente, qu'on a pu s'être jugé sur le marché par exemple. Voilà, c'est calculé à partir de tout ça. Évidemment, c'est pas simple de le faire. Ça demande beaucoup d'hypothèses et c'est évidemment toujours des montants qui peuvent étonner parce que ils sont donnés comme ça, mais sur des marchés, sur plusieurs années, des marchés de plusieurs milliards, en réalité, c'est pas des montants énormes. Juste un mot, qui sont les victimes aussi? Parce que évidemment, quand on écope d'une amende, alors l'amende, elle va dans le trésor public, elle ne sert pas à indemniser. Elle va pas à l'autorité de la concurrence. D'éventuelles victimes. Mais par exemple, dans le cas des transporteurs, le chiffre est bon quand même. Oui, comment? Cette année, le chiffre est bon quand même. C'est-à-dire que là, l'autorité de la concurrence, elle s'est gavée. Voilà, exactement. L'an dernier, en 2014, record d'amende, 1 milliard d'euros d'amende pour l'autorité de la concurrence. On va le dépasser. Cette année, en 2012, c'était 500 millions. Oui. Donc c'est pour vous donner un exemple. C'est-à-dire que là, quand on disait, il y en a peut-être moins en nombre, mais en termes d'argent, ce qu'on est en train de passer, c'est quand même colossal. Idem, Sylvain Justier, au niveau de la Commission européenne. Dans les années 90, on avait quelques dizaines de millions de malheureux euros qui étaient infligés aux amendes. Là maintenant, ça colle très fort. Et là, il y a une sorte de cartel des camions qui est toujours en enquête, toujours en instruction.
On dit qu'au final, il pourrait se prendre 4 milliards d'euros d'amende. Voilà, les sanctions qui ont été rendues là ces derniers jours sont effectivement très lourdes, mais au niveau de la Commission, il faut se rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps, un tel a été sanctionné à hauteur de plus d'1 milliard d'euros pour une pratique individuelle. Donc là, on parle d'Orange, sanction historique effectivement en France, 350 millions, mais j'ai un petit peu envie de vous dire, et ça va peut-être vous surprendre, que 350 millions, c'est clément pour les pratiques qui ont été sanctionnées dans ce dossier. C'est à peine 1% du chiffre d'affaires d'Orange, bien entendu. Donc, et Orange avait déjà provisionné, et Orange, a priori, ne va pas faire appel. Exactement. Dans cette affaire, sur cette sanction, en réalité, il y a eu une discussion entre l'autorité et Orange qui ont plus ou moins convenu, si vous voulez, du montant qui allait être imposé, ce qui fait qu'il n'y aura pas de contestation. Vous voulez nous dire que c'est une sanction lourde, mais qui a été négociée. Qui a été négociée, exactement. Orange, dans cette affaire, a décidé de ne pas contester, donc d'accepter les griefs que lui faisait l'autorité de la concurrence et de discuter avec ses services d'instruction d'un montant de sanction potentiel qui a été proposé au collège qui décide et donc qui a décidé de retenir et de fixer le maximum discuté, soit 350 millions. Oui, Frédéric Semotel, juste un mot, en 2 mots, expliquez-nous pourquoi Orange donc a écopé d'une amende de 350 millions d'euros. L'affaire, c'est une vieille affaire. Oui, ça date de 10 ans. Remonte au début des années 2000, quand ça s'appelait encore France Télécom. France Télécom. Et c'est la partie entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orange, au départ, imaginait une amende beaucoup plus lourde. C'est pour ça que les 350 millions, effectivement, c'est assez clément. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est assez clément. C'est une affaire qui date d'une dizaine d'années. Alors, ça concerne l'entité aujourd'hui qui s'appelle Orange Business Service, qui est l'entité entreprise d'Orange. Et en fait, on lui reproche quoi? Alors, les termes, c'est la pratique de discrimination et d'éviction des concurrents. En clair, ils ont vraiment pratiqué du prix, ils ont joué sur les prix pour être toujours plus compétitifs que leurs concurrents. Comme ils avaient une position déjà établie, de leur acquis, de leur avance. Comme ils étaient là historiquement, ils avaient ce rôle de monopole. Et ils ont continué à conserver ce rôle de monopole. Et dès qu'ils sentaient que ça pouvait leur échapper, hop, ils baissaient leurs prix. Ils avaient des pratiques concurrentielles assez discriminantes par rapport à leurs concurrents. Et l'autorité de la concurrence a estimé qu'ils avaient à la fois lésé les opérateurs concurrents, mais à la fois lésé aussi les entreprises qui du coup étaient un peu soumises à travailler avec ce seul prestataire et il y avait un peu moins de compétition. Elles pouvaient être moins compétitives. Donc voilà cette somme. Et c'est vrai que c'est un dossier qui court depuis 10 ans. 350 millions d'euros pour Orange. Avant-hier, donc, 700 millions d'euros pour ce cartel, donc, des transporteurs de colis, DHL Express, SNCF Géodis, dans un secteur dont on sait qu'en France, il est un petit peu fragile, vous avez vu Maury TNT, donc, qui était donc très fragilisé, je crois même d'ailleurs en cessation. Je cite Ifarg, le président du syndicat professionnel du transport, c'est-à-dire le TLF, qui dit c'est un coup d'une brutalité incroyable portée à cette profession. Voilà. Alors justement, question posée à Bruno Lasserre. Bruno Lasserre, c'est le président de l'autorité de la concurrence, et Jean-Baptiste Huet, qui l'a rencontré cet après-midi. Est-ce que ces amendes, ces lourdes amendes, est-ce qu'elles ne sont pas de nature à grever quelque part la compétitivité des entreprises? On l'écoute. N'inversons pas les rôles. C'est souvent les comportements que nous sanctionnons qui grèvent la compétitivité d'autres entreprises. Car lorsque on s'entend par exemple sur un cartel sur les matières premières ou sur des éléments qui vont impacter justement la compétitivité en aval des entreprises, ce sont elles les victimes. Et très souvent les victimes, ce sont les PME qui n'ont pas face à ceux qui ont abusé de leur pouvoir de marché la capacité de négocier et de résister aux hausses de prix que les ententes, les cartels peuvent générer. Donc pensons d'abord à celles qui souffrent des cartels avant de penser à celles qui sont à l'origine de ces comportements. Alors par contre, vous avez raison, nous sommes attentifs à ce que les amendes ne mettent pas en danger la survie des entreprises et lorsque les entreprises invoquent documents fiscaux et comptables à l'appui des difficultés réelles, nous en tenons compte. Dans l'affaire de la messagerie de mardi dernier, nous n'avons pas hésité à réduire de plus de 90% les sanctions infligées à 6 entreprises de taille moyenne qui n'appartenaient pas à des groupes puissants pour leur permettre d'acquitter l'amende. Voilà donc Bruno Lasserre, président de l'autorité de la concurrence avec Jean-Baptiste Huet. On le entendra dans un instant justement, il nous racontera comment est-ce qu'il enquête. Voilà, est-ce qu'il a des moyens conséquents justement pour traquer les fraudeurs. Olivier Babot, simplement, vous êtes enseignant-chercheur, consultant en stratégie à Bordeaux. Les autorités de la concurrence, parfois, montrées du doigt par certains secteurs qui disent « Oh là là, mais ça va complètement nous embêter, ces centaines de millions d'euros d'amende ». Oui ou non?
Oui, alors c'est une critique qu'on entend souvent, qu'on a entendue spécialement il y a un peu plus d'un an avec Monsieur Montebourg. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, quand on critique l'autorité de la concurrence, c'est qu'on critique l'idée même de concurrence. Et c'est le principe même économique de la concurrence qui souvent est mal compris. Alors Monsieur Montebourg disait, il faut qu'on innove moins et qu'on protège les emplois. Et en fait, c'est une idée assez simpliste où on va opposer les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre côté. Et on dit en gros, l'argent qu'on prend aux producteurs, voilà, ça va les faire aller dans le mur, etc. C'est une vision typiquement française non conséquentialiste, on pourrait dire des choses. Si on fait une vision conséquentialiste, on essaye de voir les mécanismes économiques et à ce moment-là, on se rend compte que la concurrence, c'est un aiguillon pour la qualité, que baisser les prix, c'est pas forcément, au contraire, mettre les entreprises dans le fossé, mais c'est les obliger à innover, à être plus performantes et finalement, c'est dans l'intérêt du consommateur, mais pas seulement. C'est pas forcément donc un coup près pour les entreprises fautives. Rodolphe Bonas, CACOM. Même si on peut quand même considérer que sur les 10 dernières années qui viennent de s'écouler, ne serait-ce que même qu'en termes de sémantique, les choses ont considérablement évolué. C'est-à-dire qu'on était en France avec le Conseil de la concurrence, et aujourd'hui on a l'autorité de la concurrence. Donc, pareil. Conseiller, c'est pas pareil que d'avoir une démarche autoritaire. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, maintenant, les grandes économies occidentalisées et modernes sont maintenant munies d'outils de façon à se préparer non pas forcément uniquement au paysage national, mais surtout à pouvoir être intégré dans le paysage européen et voire même international. Et donc du coup, il faut aussi imaginer que cette autorité de la concurrence, elle a une partie des pratiques qu'elle applique au regard de sa propre perception, mais aussi au regard de la perception du droit européen et du droit international. Et qu'à certains moments, il faut même anticiper cet élément-là, parce que sinon, si on se fait taper sur les doigts par les instances européennes ou même internationales, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est vrai que l'autorité, aujourd'hui, est devenue un véritable gendarme, un régulateur, et qui frappe très très fort. Alors avec des éléments de négociation, et c'est fait de manière intelligente, mais il n'en reste pas moins. Doté de gros moyens justement vers lesquels, oui, avec des éléments de négociation, comme vous nous expliquiez tout à l'heure, Sylvain Jussier, vous êtes avocat. L'autorité, elle prend en compte les difficultés des entreprises, comme le disait tout de suite Bruno Lasserre à Jean-Baptiste. Oui, alors dans la règle de fixation des sanctions, effectivement, l'autorité s'est engagée quand les entreprises sont capables de montrer finalement que l'imposition de la sanction envisagée les conduirait à sortir simplement de leur activité et les conduirait en redressement. L'autorité prend en compte ces circonstances qu'il faut par contre documenter de manière solide, comptablement, pour qu'elle accepte d'opérer une réfaction. Et c'est vrai que dans cette affaire de la messagerie, vous parlez d'une sanction cumulée de près de 700 millions, mais il y a beaucoup de divergences en fait entre des grands groupes qui sont sanctionnés à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros et les acteurs qui sont beaucoup plus modestes. Et donc, comme le disait le président Lasserre, 6 entreprises ont vu leurs sanctions calculées théoriquement baisser de 90%. 90%, exactement. Les boîtes provisionnent en général, elles savent qu'un jour, il y a l'autorité de la concurrence qui peut débarquer. Alors, c'est difficile de provisionner précisément parce qu'une sanction, ça a aussi une visée dissuasive. Donc il ne faut pas que vous soyez capable d'anticiper, sinon vous faites une balance entre ce que vous apportera le comportement infractionnel et la sanction que vous encourez. Donc on ne peut pas tout à fait calculer précisément. Mais il est vrai que quand on est pris dans une procédure, que ce soit d'entente ou de but de position dominante, et que la procédure avance, les entreprises en général, oui, passent des provisions. Et les entreprises peuvent faire appel parce que, à la différence du pénal, il n'y a pas de risque qu'elles soient condamnées à plus. Oui, oui, et les entreprises, effectivement, font assez fréquemment appel des décisions, en tout cas quand elles ne les négocient pas ou ne les acceptent pas, comme c'est le cas pour Orange dans cette affaire. Alors, Rodolphe Bonas et Frédéric Simotel. Voilà, juste pour préciser un point, c'est très important ce qui a été dit ici. On s'entend bien, l'autorité de la concurrence intervient sur 2 domaines. C'est l'abus de position dominante d'un côté et l'entente illicite. C'est vraiment les 2 secteurs sur lesquels elle se prononce. Ça veut dire que, au-delà de ça, ce n'est plus une autorité compétente. Elle va gérer l'abus de position dominante et l'entente illicite. Et c'est uniquement au travers de ce filtre-là qu'elle sanctionne. J'ouvre juste une parenthèse, avec de nouveaux moyens, donc une nouvelle mission depuis la loi Macron de cet été 2015, Olivier Babot, puisque, en effet, comme le dit très justement Rodolphe Bonas, donc elle a une mission de conseil, une mission de répression, et désormais, donc, eh bien, elle va avoir un rôle de régulateur de toutes les professions réglementées grâce à cette loi Macron. Nouveau pouvoir, et elles vont jouer, Oui, certainement. Alors, c'est intéressant de voir que l'autorité qui s'auto-saisit finalement, qui un petit peu se crée elle-même un petit peu sa fonction, grandit, on pourrait dire petit à petit, et puis a eu des réussites assez importantes. Quand par exemple, avant la loi Macron, elle a été de celles qui ont suggéré l'ouverture de la concurrence aux autocars, ce qui a été fait avec succès. Donc, elle a été entendue, on peut dire, elle a un rôle de conseil, non pas seulement d'autorité. 1000 emplois créés en 4 mois. Oui, c'est quand même assez important. Donc c'est quand même, je pense, une réussite que tout le monde salue, avec derrière des moyens nouveaux et des missions nouvelles. Et on pourrait dire derrière que la question des moyens
aujourd'hui l'autorité de la concurrence se pose, peut-être des moyens limités eu égard au nombre de dossiers qui sont traités. Je crois que le président Lasserre explique qu'il traite environ 300 dossiers par an, ce qui est important. Donc il y a moins de sanctions, mais 300 dossiers par an. Depuis avec toujours 2004, des recours, 228 enquêtes ouvertes par l'autorité de la concurrence et une centaine de décisions qui ont été prises. Mais puis après, il y a d'autres dossiers qui sont traités, etc. Mais il faut se rendre compte que c'est extrêmement lourd derrière, en termes d'analyse économique, de rencontre des gens, de confrontation. Ce sont des travaux extrêmement lourds. C'est pas du tout des décisions qui sont prises comme ça. On pourrait imaginer que l'autorité soit dotée d'un peu plus de moyens. Ce serait légitime. Donc on l'a bien dit, les amendes ne vont pas indemniser les victimes, elles vont dans le budget de l'État, mais il y a des recours, c'est-à-dire il peut y avoir les opérateurs, et là on l'a déjà vu pour Bouygues Télécom en 2014, pour Colt, qui est un autre opérateur télécom en 2013, qui eux ont porté plainte devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation. Et là, il peut y avoir une amende supplémentaire pour un Orange là en l'occurrence, ou alors ce qu'il avait déjà fait avec Bouygues Télécom, ils vont aller s'entendre pour trouver un arrangement entre grands opérateurs pour ne pas avoir à payer une trop lourde amende, au niveau de la plainte déposée au tribunal de commerce. Qui sont les victimes en général? Tiens, Sylvain Justier, Rodolphe Bonas, par exemple, dans le cas des transporteurs, apparemment les principales victimes, selon l'autorité de la concurrence, c'était toutes ces PME justement. Peu à même de négocier donc les tarifs de transport. Sylvain Justier, Rodolphe. Les victimes, si on prend l'affaire Orange, les victimes, ce sont les opérateurs effectivement qui étaient concurrents d'Orange et qui n'ont pas pu se développer. Les pratiques sont ce qu'on appelle les pratiques d'éviction. Donc on cherche à sécuriser les clients. Et puis les clients, les victimes in fine, sont aussi les clients d'Orange, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a eu moins d'intensité concurrentielle, donc moins de possibilités de faire baisser les prix. Et vous le disiez tout à l'heure, Fabrice, c'est important. L'amende imposée par l'autorité va dans la poche du Trésor public. Elle ne compense en rien le préjudice qui est subi par les opérateurs qui sont lésés ou par les clients, in fine, qui n'ont pas eu les tarifs auxquels ils auraient pu avoir droit. Rodolphe Bonas, le consommateur, il est lésé aussi, indirectement. Alors ça, c'est un point qui est très important. Il faut savoir que dans tous les pays où il y a cet outil de l'autorité de la concurrence, c'est souvent un outil qui est quand même assez plébiscité par les consommateurs. C'est-à-dire qu'on sent très bien que c'est un outil qui est à la défense du pouvoir d'achat et des consommateurs. Donc ça, c'est un point, c'est souvent une autorité qui est plébiscitée par les consommateurs. Mais ce qui est intéressant quand on regarde un peu à l'intérieur des business, c'est qu'on voit très bien que sur les marchés, vous avez deux types d'attitudes. C'est-à-dire que soit vous utilisez l'autorité de la concurrence comme un élément d'attaque, c'est-à-dire que vous la saisissez, en l'occurrence c'est le cas pour le marché des entreprises, soit vous êtes en position de défense, c'est-à-dire qu'en réalité vous êtes l'attaqué. Et on voit très bien que sur certains marchés, il y a des guerres concurrentielles qui peuvent se gérer au travers des autorités concurrentielles. Sylvain Justier, avocat. Oui, je voulais juste ajouter un point, effectivement, sur les consommateurs. Il faut aussi avoir à l'esprit que depuis 2014, on a l'Action Group, qui est ouverte aux consommateurs qui subissent les préjudices liés à ces pratiques anticoncurrentielles. Donc là, c'est pas le cas pour Orange, on parle du marché professionnel, c'est pas le cas de la messagerie, mais effectivement, si sur certaines pratiques les consommateurs sont lésés, aujourd'hui, ils peuvent engager des actions collectives portées par des associations de consommateurs. Olivier Babot et Frédéric Simotel. Oui, il y a cette fameuse phrase de Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises. Donc le vrai victime des problèmes de concurrence, c'est toujours le consommateur in fine qui va payer plus cher le prix du bien auquel il aurait droit. Le vrai problème, c'est celui-là. Frédéric. Oui, puis on voit que dans le cadre des télécoms, pour les entreprises clientes des opérateurs, les télécoms aujourd'hui, elles sont obligées d'y aller. C'est une dépense contrainte. Si on ne fait pas de télécom, on ne fait pas de business. Et donc dans ce cadre-là, et d'ailleurs c'est ce qu'a remarqué l'autorité de la concurrence, ils ont parlé de qualité des prix, donc on en a parlé, mais aussi des services et des télécoms pour améliorer la compétitivité. Ils ont estimé qu'il pouvait y avoir un risque qu'Orange fournisse des prestations moins innovantes et donc que ça dépeigne sur la compétitivité des entreprises. Donc il n'y a pas que l'aspect prix que payer très cher, mais c'est aussi avoir des services moins innovants et du coup on pâtit un peu de ça. On a de l'internet moins rapide, on a moins de services autour et donc notre business en pâtit aussi. Ces magouilles des entreprises condamnées par les autorités de la concurrence, pourquoi elles font ça, ces entreprises? Au départ, c'est quoi le principal but? Rodolphe. Le premier but, c'est que très clairement, lorsque vous avez un marché qui fait plusieurs dizaines de milliards d'euros et que vous avez finalement assez peu d'intervenants, ce qui a été le cas, souvenez-vous, en 2005, entre les trois intervenants, SFR, Bouygues et Orange en l'occurrence, ils se disent, bon attends, on va peut-être quand même essayer de se mettre autour de la table et de se mettre d'accord. Et lorsque vous finissez par écrire des contrats dans lesquels vous figez des éléments de part de marché par opérateur, alors là vous êtes carrément là vous pouvez pas y échapper, vous allez vous faire taper sur les doigts. Donc c'est très tentant quand vous êtes très peu nombreux dans un marché très juteux
de dire tiens, je vais quand même préserver mes marges. Oui, mais est-ce que... Alors, pardon, ce que je vais dire est peut-être tout à fait scandaleux, mais tiens, je me tourne vers l'avocat, comme ça il prendra ma défense peut-être. Est-ce qu'on peut les comprendre, ces entreprises? Et dans certains cas, quand on est par exemple dans un secteur un petit peu fragilisé, comme le transport routier, on a parlé de cette lourde amende avant-hier de 700 millions sur les transports de messagerie, justement. Bon, est-ce qu'on peut se dire, tiens, ces entreprises, finalement, pour limiter les risques, allez, elles se mettent autour de la table, ce qui était le cas apparemment au sein du syndicat professionnel patronal TLF, régulièrement, une fois par an ou plusieurs fois par an, toutes ces entreprises se voyaient, et puis au monde, tiens, allez, on se répartit un petit peu la charge. Non. Sylvain Justier. Oui, non, mais c'est vrai que ces ententes, finalement, il y a plusieurs typologies. Il y a les marchés juteux sur lesquels on veut, accroître encore ses marges, et puis il y a des situations un peu différentes dans lesquelles on est dans un contexte économique très tendu, et du coup, la concertation devient une mauvaise réponse à un vrai problème, en fait, si vous voulez. Ça justifie en rien de la mise en œuvre de ce comportement. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Combe, le vice-président de l'autorité de la concurrence avant-hier. Les connivences n'ont en rien réglé les problèmes structurels du secteur de surcapacité et de déclin de l'emploi. Mais il peut y avoir cette tentation, lorsqu'effectivement les marges s'effondrent, qu'on a du mal à trouver des débouchés, d'essayer de trouver un terrain d'entente avec ses principaux concurrents. Olivier Babot, les ruses utilisées, il y a la réunion comme ça, secrète ou plus ou moins secrète autour de la table de tous les concurrents, et puis également ceux qui s'épient entre eux et qui vont copier ce que fait le voisin, ça marche comment? L'entente, c'est assez simple, parce qu'il n'y a rien de moins facile à prouver que le fait de s'être vu oralement entre deux portes en disant bon allez, on va faire comme ça et on s'entend. C'est très très compliqué. Et ce qui est extrêmement répréhensible dans l'entente, c'est qu'on va recréer une sorte de forme de monopole. Ouais. Et le monopole, c'est précisément ce qui va freiner énormément l'innovation, augmenter les prix et nuire à tout le monde in fine, y compris aux entreprises qui sont sur le marché. Donc, vous savez qu'à court terme, ça peut être, on pourrait dire, une préservation de l'emploi, comme certains, on peut le dire, mais à long terme, c'est un mauvais calcul pour tout le monde. Un mauvais calcul. Un mot, Rodolphe Bonas, et puis on entendra à nouveau Bruno Lasserre, le président de l'autorité de la concurrence, qui va nous dire justement comment est-ce qu'il travaille. Est-ce qu'il fait un peu des descentes de flics dans les entreprises? Allez-y. Alors, juste pour apporter un tout petit peu de contrepoint, et surtout particulièrement sur la situation d'Orange, qui est dans une situation tout à fait particulière, n'oublions pas, sur son marché, parce qu'il a été mis en place comme étant acteur historique et isolé sur son marché, et il se trouve tout d'un coup nécessairement mis en logique de concurrence. Et on se retrouve dans certains cas, alors je ne parle pas de cette amende-là qui apparemment est négociée, il ne va pas faire appel, etc. Mais il faut aussi regarder la situation économique de l'opérateur en tant que tel, et en particulier d'Orange, qui par moment se retrouve un peu dans une situation de double peine. C'est-à-dire qu'à la fois, il a une histoire, je ne parle pas de ce cas-là, je vous vois faire, mais par moment, il a une histoire dans laquelle il embarque toute l'histoire des investissements étatiques et de la volonté de mettre en place l'opérateur, et ensuite après, il se retrouve dans un climat concurrentiel. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Sylvain Justier? Oui, Orange a des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une infrastructure que les autres n'ont pas, il a des parts de marché historiques que les autres n'ont pas, et le droit de la concurrence dans ce type de problématique dit il y a une responsabilité particulière, précisément lorsque l'on est puissant sur le marché. Donc oui, elle n'a pas la même responsabilité que les autres, mais c'est un héritage qui va aussi avec des avantages. Bon allez, qui sont ces flics de la concurrence? Un gros plan ce soir dans les décodeurs de l'écho sur BFM Business, on revient tout de suite. Bonne soirée. L'écho. Et dans un quart d'heure, on s'interrogera, est-ce que Christine Lagarde peut rester à la tête du FMI? Christine Lagarde, renvoyée devant la justice française, la Cour de justice de la République, pour son implication présumée dans l'affaire de l'arbitrage Tapie. Ça ne cessera jamais, cette affaire Tapie, Crédit Lyonnais, Adidas. Bon, allez, peut-être qu'un jour, on fermera le dossier d'ici, une bonne 50aine d'années. On verra. Bon, en attendant, les amendes records infligées ce matin à Orange par l'autorité de la concurrence, avant-hier toujours par l'autorité de la concurrence, à, plusieurs entreprises, une vingtaine d'entreprises, donc, de transport, de messagerie, de colis express. Alors, comment travaille l'autorité de la concurrence? Parce que on se pose cette question ce soir. Qui sont ces flics de la concurrence? Tiens, est-ce qu'elle opère un peu, en quelque sorte, des descentes de flics dans les entreprises? Question posée par Jean-Baptiste Huet à Bruno Lasserre, le président de l'autorité de la concurrence, et on revient juste après. Alors le terme de descente n'est pas forcément approprié, mais ce qu'on appelle des visites et saisies inopinées sur autorisation du juge judiciaire. Effectivement, les enquêteurs, les rapporteurs peuvent, pour collecter les preuves, soit d'une entente, soit d'un abus de position dominante, venir à l'improviste dans une entreprise et saisir des éléments de preuve qui peuvent être dans les mails, dans des notes ou tous éléments de preuve qui peuvent concourir tout simplement à permettre d'établir la vérité. Comment un dossier arrive sur votre bureau? Comment ça se passe? De manière très différente, il peut y avoir une plainte d'une entreprise. Vous me parlez du dossier Orange, c'est les
concurrents principaux, Bouygues Télécom puis SFR, qui se sont plaints des comportements reprochés à Orange. Dans d'autres cas, nous avons sanctionné cette semaine une entente sur les hausses tarifaires dans le secteur du transport des colis. 20 entreprises se sont vues sanctionnées. Là, c'est ce qu'on appelle la clémence. Nous avons depuis 2001 un dispositif qui permet à des entreprises qui ont participé à des cartels ou à des ententes de venir nous informer et en échange de leur coopération à l'enquête, nous pouvons les exonérer totalement ou partiellement de l'amende. Et c'est, je dirais, une procédure qui connaît un certain succès, y compris en France. Dans d'autres cas, nous ouvrons de notre propre initiative un dossier parce que nous avons tout simplement le sentiment ou des informations selon lesquelles la concurrence pourrait mieux fonctionner sur ce marché. Un dernier mot, lorsque l'on vous reproche à l'autorité de la concurrence d'être finalement une justice, un État dans l'État, une justice dans la justice, qu'est-ce que vous répondez ? Que c'est la loi qui nous a confié cette mission. Nous n'avons pas accaparé ce pouvoir de nous-mêmes. C'est le législateur qui a estimé qu'il fallait une autorité indépendante qui puisse résister aux pressions, ne pas céder aux lobbies, et nous avons cette réputation. Effectivement, c'est important de ne pas nous agenouiller devant les plus puissants, n'être sensible qu'à la valeur des arguments de droit ou économiques qui nous sont apportés, quelle que soit la puissance de celui que nous avons en face. Et pour cela, l'indépendance, l'impartialité sont des valeurs importantes. Bruno Lasserre, le président de l'autorité de la concurrence, avec Jean-Baptiste Huet, donc cet après-midi pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Sylvain Jussier, grand spécialiste justement de ces affaires de concurrence au cabinet Magenta. Qui est-ce qui compose cette autorité de la concurrence? L'autorité de la concurrence, c'est à peu près 200 personnes. Vous avez ce qu'on appelle le collège, donc les gens qui vont siéger pour décider dans les affaires, à peu près une vingtaine de personnes, le président Lasserre, et des gens de la société civile, des économistes, des magistrats. Et puis vous avez les services enquêteurs qui vont faire ce travail de recherche, de preuves, de qualification. Suffisamment équipé, l'autorité de la concurrence, de vrais moyens ou pas, de plus en plus Une des critiques que fait souvent effectivement le président Lasserre, c'est qu'il n'a pas un budget à la hauteur des missions qu'on lui alloue. Et vous en parliez tout à l'heure, Fabrice, effectivement, l'autorité s'est vue confier de nouvelles missions sur les professions réglementées juridiques, et ces moyens n'ont pas forcément énormément cru. Donc un budget annuel d'à peu près 20 millions d'euros, 200 personnes, donc ça peut être effectivement un peu limité au regard du nombre et de l'importance de certains dossiers traités. Avec nous ce soir Rodolphe Bonas, directeur général de CEACOM, son cabinet de conseil spécialisé dans la consommation et la distribution. Il faut ajouter aussi dans le dispositif français un deuxième niveau, un étage peut-être plus bas, qu'il ne faut pas omettre non plus, c'est la DGCCRF, c'est-à-dire qu'elle intervient sur d'autres sujets, à des niveaux plus petits, etc. Donc on a bien l'autorité de la concurrence qui vient porter regard, si vous voulez, au gros fonctionnement, aux grosses entreprises, aux grosses ententes, aux gros propriétaires, mais vous avez de manière quotidienne et régulière la DGCCRF qui intervient avec des équipes beaucoup plus staffées et qui redressent sur d'autres éléments bien précis. Olivier Babot, enseignant-chercheur, consultant en stratégie à Bordeaux. On entendait Bruno Lasserre tout de suite lorsque Jean-Baptiste Huet lui dit « Mais comment est-ce que vous saisissez des affaires ?» Très bien, bon, il y a des affaires dont il a connaissance. Et puis alors, là, cette notion de clémence. Bon, clémence, faut être clair, hein. C'est extrêmement peu moral, hein, quelque part. C'est des entreprises qui font partie un petit peu du deal, hein, qui sont qui sont conjurées tous ensemble. Et puis il y en a un, voilà, c'est le premier qui va dire ah bah tiens, j'ai fait ça, puis je dénonce tous les autres. Bon, et celui-là justement va être plus ou moins absous. C'est bien ou pas comme système? Je ne sais pas si c'est moral ou pas en économie. On dirait qu'on est affaire à des mafiosi qui sont protégés. Mais exactement, en fait, c'est le même système et je vous signale que ça marche très bien. Pour la dénonciation de la mafia, ça marche très bien, parce que les mafieux repentis, justement, bénéficient d'une forme de clémence, ce qui permet... Dans l'histoire des transporteurs dont on parle, l'affaire d'avant-hier, l'enquête elle a démarré quand Schenker, qui est une filiale de la Deutsche Bahn, et à loin, ont vendu la mèche. Et donc voilà, alors qu'ils étaient dans le coup, hein, franchement. Hein. Je disais tout à l'heure que ces affaires d'entente sont très difficiles à prouver parce que la plupart du temps, ils écrivent pas des emails, ils laissent pas de traces écrites, ils sont assez malins. Enfin, parfois ils le font. Mais, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Pas très malin, mais théoriquement, on laisse aucune trace de ce genre de choses parce qu'on sait parfaitement que c'est totalement illicite. C'est très difficile à prouver. Et donc, une des façons d'arriver à mettre cela en évidence, c'est évidemment que l'une des personnes vienne. Du coup, ce mécanisme de la clémence, il est très efficace et je trouve qu'il est très, très malin. Oui, Frédéric Semotel, est-ce que vous avez l'impression, parce que là, l'autorité de la concurrence, j'ai l'impression, elle touche à tout, hein, là, le record d'amende, hein, en France, c'était contre des fabricants de produits d'hygiène et d'entretien. Il y avait L'Oréal, Unilever, Henkel, donc c'était il y a un an, c'était fin 2014, hein.
C'est la sanction record pour un ensemble d'entreprises, presque 1 milliard d'euros, 951 millions. Voilà, je vous fais grâce de ces 49 millions qui restent. Ils avaient coordonné leur politique commerciale. Ils s'intéressent donc, on voit donc produits d'entretien, le transport de messagerie, les télécoms, puisqu'on parle d'Orange aujourd'hui. L'autorité de la concurrence, au niveau européen, on peut parler des croquettes aussi, des ascenseurs, etc. Est-ce que vous avez l'impression que, les télécoms, j'ai l'impression, sont plus dans le collimateur que d'autres ou pas, Frédéric? Ne serait-ce que par le passé de Bruno Lasserre, qui était le patron, avant d'être le patron de l'autorité de la concurrence, il était patron de ce qui est l'ancienne ARCEP, l'ART, c'était l'autorité de régulation des télécoms. Donc c'est un monde qu'il connaît parfaitement. Donc il faut savoir quand même que Orange a déjà été sanctionné à 7 ou 8 reprises déjà sur les dernières années. Attendez, donc, en train de me dire qu'il règle des comptes. Non, il règle pas des comptes, mais il connaît parfaitement. Il connaît bien le truc. Parfaitement le dossier. Il sait exactement où aller chercher. Il sait exactement les chercher. Il sait exactement quel type d'alliance peuvent être nouées. Enfin, il connaît ce secteur parfaitement. Donc, c'est vrai qu'il va pouvoir orienter les enquêtes beaucoup plus facilement que dans des domaines qu'il connaît moins. Olivier Babot. Oui, il faut dire aussi que le domaine des télécoms, un ancien monopole qui est passé avec des développements des nouvelles technologies, c'est forcément qui concerne la plupart des Français parce qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable. Tout ça évidemment concerne beaucoup de monde et c'est, à mon avis, légitime qu'il se passe des choses. Il y a peut-être un point important à souligner, c'est l'indépendance dont a parlé le président Lasserre. C'est une double indépendance. C'est évidemment l'indépendance vis-à-vis des intérêts privés, quels qu'ils soient, mais aussi, et ça on a du mal à le comprendre en France, mais vis-à-vis des intérêts publics, parce qu'il faut bien comprendre que Orange est encore en majorité, il y a une part de public, une quinzaine de pourcents. Que la Poste, qui a été condamnée tout récemment aussi, est publique en grande partie. Donc finalement, c'est l'État même qui est condamné dans beaucoup de c'est l'État qui touche quand même. Donc, oui, non, mais à la fois il est condamné en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on pourrait dire. Et donc cette indépendance, elle est très importante parce que cette autorité, elle est indépendante, y compris de la tutelle publique, dont pourtant elle procède. Voilà, c'est ça qui est un peu bizarre. Sylvain Jussier, avocat. Oui, elle a quand même des juridictions de contrôle. Elle n'agit pas non plus devant le Parlement notamment. Et on peut faire appel devant. On peut faire naturellement appel devant la Cour d'appel de Paris et on peut aller jusqu'en cassation. Il y a des affaires dont on avait parlé il y a quelque temps, l'affaire des endives, vous en rappelez peut-être. L'affaire des endives. L'affaire des endives, voilà. La décision a été retoquée par la Cour d'appel. Aujourd'hui, on est en cassation. Donc voilà, il y a quand même possibilité, je dirais, de contester certaines. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence est capable de s'intéresser aussi bien aux adoucisseurs pour lessive, les télécoms, les messageries et donc les endives. Rodolphe Bonas. Alors oui, parlez-nous des endives. Alors pas forcément parler des endives, mais en tous les cas dans cet élément, ça veut dire qu'en effet le champ d'action est relativement large. Alors ce qu'il faut aussi préciser, ce qui est un point alors spécifiquement français ou pas, mais c'est quand même aussi une institution qui est aux mains de grands commis de l'État, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui sont issus tous de l'administration, qui sont inspecteurs des finances, qui ont tous un gros passé dans la connaissance de la chose publique. Alors on pourrait peut-être envisager demain qu'ils aient aussi un peu de connaissance dans le domaine du privé, parce que finalement ils en sanctionnent beaucoup aussi dans le privé. Donc je ne remets absolument pas en cause. Sylvain Justier. Il y a des membres du collège qui viennent de sociétés privées, il y a des économistes qui participent au monde du collège. Il n'y a pas que des énarques, il n'y a pas que des gens issus de la magistrature. Ce que je remarque simplement, on dit toujours la justice est longue. Là, on n'est pas évidemment dans un domaine de justice, de juridiction, bien entendu. C'est une autorité administrative qui inflige des amendes, mais Orange quand même. Cette sanction, c'est la conséquence d'une plainte déposée en 2008 par Bouygues Télécom, puis par SFR. Je vous rappelle qu'on est bientôt en 2016, dans 2 semaines pile, dans les messageries, selon les éléments de l'enquête. L'entente, elle a commencé au début des années 2000 pour se poursuivre jusqu'en 2008. C'est vachement long, ça, non? C'est très long, mais c'est, je dirais, à l'échelle de ces dossiers. Il faut mesurer qu'un dossier comme celui-là fait des centaines de milliers de pages. Et il faut mesurer aussi que sur ces dossiers-là, quand il y a certaines pratiques parfois de prix prédateurs, nécessitent des analyses économiques très fines, qui sont complexes à réaliser. Les entreprises, naturellement, font valoir leurs observations, elles ont bien raison de le faire. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a également, dans ces affaires, comme c'était le cas pour Orange, des visites
dans les entreprises qui sont réalisées, le président Lasserre en parlait, et des recours peuvent être introduits. Donc ça retarde aussi l'avancement de la procédure devant l'autorité. Frédéric Simotel. Oui, puis là on parle des télécoms. Imaginez en 2000 dans le marché des télécoms par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc il faut aussi évaluer par rapport au préjudice, enfin par rapport à l'amende aussi, calculer est-ce que Orange avait une position, France Télécom à l'époque une position dominante entre 2000 et 2005, mais quelque part forcée parce que les autres opérateurs n'avaient pas eu le temps de se développer. Voilà, enfin voilà, faut prendre en compte un peu tout ça, et surtout dans cet univers des télécoms qui, on le voit, voilà, on voit à quelle vitesse ça bouge. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez des 20 millions de budget, ces 20 millions de budget, ça me paraît peu quand même. Ouais, bien sûr. Rodolphe Bonas, CACOM. Là, on a énormément parlé des sanctions, des dossiers qui sont saisis, etc. Mais il faut aussi prendre en compte aussi tous les avis. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence aussi se prononce sur tous les rapprochements d'entreprises, les évolutions. Donc typiquement Darty, Fnac, dont on a parlé ici récemment. Le rachat de Quick par Burger King. Exactement. Voilà. Tous ces éléments sont des avis. Donc ça veut dire que quand même il y a un volume très conséquent. On n'est pas uniquement dans la sanction. Dans la sanction, non. À un moment, l'autorité de la concurrence vient se prononcer sur savoir si la pratique de rachat, de rapprochement, d'entente commerciale de deux entreprises est tout à fait légitime. Dans le dossier de la télévision aussi, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de LCI qui va passer en clair. Voilà. Et c'est vrai que l'autorité de la concurrence avait été amenée à donner son avis l'an dernier pour justement justifier le fait qu'à l'époque, LCI soit retoqué par les différentes autorités administratives compétentes. On dit que la France, elle a l'autorité nationale, donc l'autorité de la concurrence, la plus active d'Europe, et l'une des plus sévères. Je regardais des chiffres en termes d'amende. La France, elle est derrière la Commission européenne, on va y revenir dans un instant, parce que ça vous connaissez ça par cœur, Sylvain Justier, mais devant l'Allemagne, devant l'Espagne, devant l'Italie, et on le rappelle l'an dernier en 2014, parce qu'on a les chiffres de 2014, record à plus d'1 milliard, et là, 2015, on est parti pour largement dépasser le milliard. On est à plus d'1,2 milliard. La France est très sévère. La France est effectivement sévère. Cette comparaison que vous avez fait le montre. Il y a des règles, cela dit, qui ont été posées par l'autorité en 2011. Donc elle explique quand même comment elle calcule. C'est une méthode qui est assez proche de celle de la Commission européenne et qui va prendre en compte effectivement le chiffre d'affaires, la durée, l'importance à l'économie. Mon collègue à ma gauche le disait. Olivier Babot le disait. Voilà. Donc oui, ça cogne assez fortement en France. Mais même au niveau mondial, on regarde au niveau mondial, on a quoi? La Commission européenne en tête de gondole en termes d'amende. Ensuite, on a le Brésil en troisième position. La France, Olivier Babot. Pourquoi la France est-elle aussi sévère? Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? J'ai pas dit. Plutôt. On se pose la question. Déjà, est-ce que ça peut-être qu'en France il y a plus de problèmes qu'ailleurs, parce qu'on a été dans une économie qui a toujours été un peu administrée, où les monopoles ont été plus nombreux. Bon, je suis pas absolument certain. Mais après, je pense que la sévérité, elle est plutôt signe d'une activité qui est très positive. Peut-être que justement, on pourrait s'inquiéter qu'on ne soit pas aussi sévère ailleurs. Juste pour rebondir, c'est-à-dire que historiquement, en effet, cette prise en compte économique au niveau français, cette autorité de la concurrence avec cette puissance, c'est en effet encore une fois fort, mais c'est récent. Si on compare aux États-Unis, où quasiment dans le fonctionnement du business, si vous voulez, les premières grosses organisations datent quasiment de la fin des années 70. Quelque part, on se retrouve très vite dans une logique où c'est beaucoup plus installé. La France est plus récente, donc il est possible que ça cogne plus fort. Il y a aussi la différence avec les États-Unis. Vous me dites si je me trompe ou pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont quand même une arme que nous on n'a pas. C'est des peines de prison. C'est une arme que nous on a, mais effectivement la politique de sanctions en matière de droit de la concurrence est plus axée en France sur des grosses amendes sur les entreprises que sur des poursuites individuelles sur les dirigeants. Dissuasives ou pas ces amendes ou pas? Je pense que là, vu les montants dont on parle, elles sont dissuasives. Faut quand même gaffe. Oui, les entreprises font attention. Frédéric, si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, il faut repartir dans les années 80 où il y avait un opérateur unique dans les télécoms et qui a été contraint sous la pression des autorités de concurrence américaines de se scinder dans ce qu'on appelait les baby bells. C'était ces 7 compagnies régionales des télécoms qui d'ailleurs ont fini par se racheter, par refusionner ensemble quelques années plus tard. Mais voilà, pour les télécoms, on était dans milieu des années 80. Donc, oui, il y a ce retard. Oui, il y a eu le fameux cas de la Standard Oil de Rockefeller en 1919. Dexon, etc. Il y a une vieille tradition aux États-Unis. Oui, exactement. culturel. Sur le continent européen quand même. Combien de fois n'a-t-on pas parlé ici sur BFM Business, BFM Radio, au début du XXIe siècle, du terrible Mario Monti, qui était à l'époque commissaire à la concurrence, de la très sévère Nelly Cruz. Et c'est vrai.
Ça a été parfaitement assumé par l'un, par l'autre, hein. Guerre totale contre les cartels depuis 2007. La bière, les plaques de plâtre, les ascenseurs, les camions. C'est l'un des principaux chevaux de bataille de la Commission européenne. Sylvain Jussier, vous qui justement croisez là-bas à Bruxelles. C'est certain que c'est un axe majeur pour le développement du marché commun, pour le bien-être des consommateurs, et que l'axe concurrentiel est un axe très fort, qui est poussé. Vous parlez de toutes les affaires au niveau de la Commission. Il y a aussi eu l'affaire Microsoft qui avait fait beaucoup de bruit et fait bouger. Démantèlement de Microsoft, Frédéric. Enfin, démantèlement non. Non, enfin, voilà, mais des sanctions effectivement lourdes. Voilà, ça veut dire qu'ils s'attaquent pas non plus aux seuls Français ou Européens. Microsoft, on sait que Google est dans le collimateur aussi. Quand je dis démantèlement, ils avaient demandé justement à ce que Microsoft s'ouvre, voilà, qu'on ne soit pas, quand on achète un ordinateur, contraint forcément d'avoir toute la panoplie. Donc, on voit qu'ils se donnent, qu'ils n'hésitent pas. Il y a une ambition d'aller attaquer aussi des géants américains. Sylvain Jussier, continuez s'il vous plaît. Oui, donc voilà. Je pense que ce que vous disiez est parfaitement juste. C'est un axe majeur de la politique européenne aujourd'hui. C'est un élément dont on pense qu'il est nécessaire pour le bien-être du consommateur, qui est la finalité du droit de la concurrence et quelque part du marché commun. Donc ça se rejoint. Oui, et je citais tout à l'heure, ce qui attend donc, tous les producteurs, les constructeurs de camions. MAN, Scania, Daimler, DAF, Iveco, Volvo, soupçonnés de s'être entendus sur les prix, l'application de normes environnementales pendant 14 ans. L'enquête est toujours en cours, mais dit-on, c'est MAN qui avait balancé là pour le coup, qui avait dénoncé ses complices. On parle quand même d'une amende de 4 milliards d'euros. Ça sera un record mondial, j'ai l'impression, Sylvain Jussier. Moi, 4 milliards, ce serait effectivement colossal. Mais moi, j'ai pas ces informations, et en tout cas, des infos qui étaient arrivées début 2015, tant qu'aucune décision n'est intervenue, je rappelle que les entreprises jouissent de la présomption d'innocence. Pour tout, comme pour Christine Lagarde, dont on va parler dans un instant théoriquement. Oui, Rodolphe Bonas, encore un mot. Simplement, ce qui est intéressant aussi dans ces pratiques autour de l'autorité de la concurrence, c'est qu'on voit très bien que ce sont des institutions qui sont vraiment au-dessus vraiment de l'économie. C'est-à-dire qu'elles viennent régir, elles viennent réguler en fait le paysage économique, et que après on parlait de Microsoft. Mais qu'elle ne l'empêche pas de vivre cette économie. Pas du tout. Non, parce que c'est pas du tout. On revient sur l'une des questions que j'ai posées tout à l'heure, d'infliger comme ça 500 millions d'euros à un secteur qui peut-être étranglé. Est-ce que il va pas être davantage étranglé? Voilà. Mais ce qu'on voit très très bien, ce qui est évoqué ici, c'est que à partir du moment où elle intervient, d'accord, qu'elle rend jugement, à partir de ce moment-là, finalement les entreprises, les acteurs économiques exécutent. On parlait du cas de Microsoft, ils ont exécuté. Olivier Babot, et ça sera le mot de la fin. Oui, les critiques de la concurrence s'assimilent souvent à la loi de la jungle, alors qu'au contraire, si on prend le mot concurrence en anglais, competition, c'est la compétition sportive, au contraire, elle repose forcément sur le respect des règles, mais justement les mêmes règles pour chacun. Voilà, c'est très intéressant. Ce soir, on a passé du temps justement, on s'est attardé sur cette autorité de la concurrence, qui sont ces flics de la concurrence, dont on parle quasiment toutes les semaines avec ces amendes records. On était avec Olivier Babot, enseignant-chercheur, consultant en stratégie à l'Université de Bordeaux, l'avocat Sylvain Jussier, associé donc dans le cabinet Magenta, spécialisé à la concurrence, Rodolphe Bonas, que vous pourrez retrouver tous les week-ends dans l'émission de David Doba et de Dorothée Balzan, dans le Sport Business Club, une des grandes émissions du week-end. Si vous ne connaissez pas, profitez de ce week-end de début de vacances. Rodolphe Bonas à la tête de CACOM. Puis quand on parle des émissions du week-end, on n'oublie pas évidemment Frédéric Simotel, bien entendu. On parlera d'économie collaborative ce week-end, vous voyez. Exactement. Là aussi, il y a de la concurrence. Oui, l'économie collaborative, on a dû en parler à peu près toutes les semaines dans les décodeurs de l'Écho. Encore il y a quelques jours, justement, à propos d'Airbnb, justement, qui devait faire affaire avec la SNCF, et finalement la SNCF l'a repoussé sous la pression. Frédéric Simotel, dans un instant, autre dossier à suivre, autre actualité de ce jeudi, c'est Christine Lagarde, renvoyée devant la justice française, devant la Cour de justice de la République dans l'affaire Tapi, Adidas, Crédit Lyonnais. Justement, est-ce qu'elle pourra rester à la tête du FMI? Restez avec nous, les décodeurs de l'Écho reviennent. À tout de suite, bonne soirée.